Les défenses aériennes de la Russie n'ont vraiment aucun répit en ce moment. Les choses même qu'elles sont censées arrêter continuent de les frapper, laissant d'énormes failles dans le ciel que l'Ukraine peut exploiter. Vous pouvez probablement deviner ce que nous allons vous dire ensuite. L'Ukraine vient encore de frapper. Une plus grande partie des défenses aériennes de la Russie est en ruine. Il s'agissait d'une série de frappes impressionnantes qui ont offert à l'Ukraine 48 heures remarquables. Les armes soi-disant imparables de la Russie se sont révélées tout sauf cela. Et Vladimir Poutine se demande où tout a mal tourné. Le 15 janvier, plusieurs médias ont rapporté les 48 heures de dévastation vécues par l'Ukraine. Défense Express faisait partie de ces médias, et il rapporte que les systèmes sans pilote. Les forces des forces armées d'Ukraine ont réussi à détruire en seulement 2 jours pas moins de 6 unités de systèmes de défense aérienne et de stations radars. Tous ces systèmes et radars se trouvaient dans les régions occupées de l'Ukraine. Plus précisément, l'Ukraine a frappé 3 systèmes ou radars, chacun dans les régions disputées de Donetsk et de Zaporijia, créant ainsi potentiellement des couloirs aériens sûrs dans ces régions pour de futures frappes. La confirmation des 6 frappes est venue du tristement célèbre commandant des forces des systèmes sans pilote d'Ukraine, Robert Brovdi, le commandant connu sous son indicatif d'appel. Madiar s'est rendu sur Telegram pour annoncer ce que l'Ukraine a accompli lors de son extravagance de frappe sur 2 jours. Les SBS Birds ont détruit 6 unités de SAM et de radar du système de défense aérienne Worm en 48 heures. En utilisant des moyens de frappe à moyenne portée dans la profondeur opérationnelle des territoires occupés des régions de Donetsk et de Zaporijia, Madiar l'a proclamé sur la plateforme de médias sociaux. Il a également fourni une liste des 6 systèmes que l'Ukraine a détruits, sur laquelle nous reviendrons dans un instant. Et il a expliqué, à sa manière inimitable, quelle unité de drones ukrainiennes avait mené la frappe. Des visites de courtoisie ont été effectuées par les oiseaux de la 412e brigade Nemesis SBS, en coordination avec le tout nouveau centre de construction en profondeur du groupe SBS. Pendant 48 heures du 12 au 14 janvier 2026, a-t-il déclaré. Courtoisie n'est pas le mot que la Russie utiliserait pour ses visites de drones. Catastrophe semble être un meilleur choix. La mention des drones de frappe intermédiaires par Brovdi mérite un peu plus d'attention. Selon United 24 Médias, tous les drones qui ont frappé les défenses aériennes russes entre le 12 et le 14 janvier appartiennent à la catégorie des frappes intermédiaires. Les drones avaient une profondeur opérationnelle allant de 46 à 160 km, soit de 285 à 994 miles. Ce qui les place dans une position intéressante, où ils peuvent atteindre des cibles, que les drones ukrainiens à vue à la première personne ou FPV à courte portée ne peuvent pas, mais ils ne peuvent pas non plus parcourir une distance suffisante pour frapper des cibles à l'intérieur du territoire russe. C'est tout l'intérêt. On a beaucoup parlé de l'utilisation des drones par l'Ukraine pendant la guerre. Les effets des drones FPV sont clairs. L'Ukraine les utilise pour former d'immenses murs de défense par drone qui éliminent les forces russes lorsqu'elles tentent des assauts. En plus de les utiliser dans des opérations de recherche et destruction, où ces types de drones sont devenus de redoutables chasseurs aériens. Et cette approche fonctionne à merveille pour l'Ukraine, comme l'a rapporté Force News le 15 janvier. Jusqu'à 80 des 415 000 pertes que le 2025 ont été causées par des drones d'attaque. Sur le front de la longue portée, l'Ukraine développe des drones capables de voler aussi loin, voire plus loin, que de nombreux missiles de croisière. Encore une fois, les effets ont été évidents pour tous. Le ciblage par l'Ukraine de sites militaires à l'intérieur de la Russie, ainsi que ses frappes constantes contre les raffineries de pétrole et d'autres infrastructures énergétiques, ont coûté énormément à la Russie. En août, le Kyiv indépendant a rapporté que le département des communications stratégiques de l'armée ukrainienne avait estimé que ces frappes à longue portée avaient coûté à la Russie 741 milliards de dollars, soit 4% du produit intérieur brut du pays, rien que pendant les 8 premiers mois et demi de 2025. L'Ukraine dispose de nombreux drones qui infligent la mort aux Russes sur et autour des lignes de combat. Elle constitue également d'impressionnants stocks de drones longue portée qui lui permettent de maintenir la pression sur la machine de guerre de Poutine à l'intérieur de la Russie. Ce que l'Ukraine n'avait pas, du moins jusqu'à récemment, c'était des drones de frappe intermédiaires qui lui permettent d'attaquer l'arrière russe dans l'Ukraine occupée. Les drones FPV ne pouvaient pas parcourir une distance suffisante pour accomplir cette tâche particulière, et ils sont nécessaires pour les murs défensifs de drones que l'Ukraine a créés. Les drones longue portée pourraient accomplir cette mission, mais ces armes précieuses sont mieux réservées pour frapper la Russie sur son propre territoire. Des drones de frappe à moyenne portée étaient nécessaires, et les frappes entre le 12 et le 14 janvier, ainsi que les commentaires de Brovdi, nous montrent que l'Ukraine a comblé cette lacune particulière dans son arsenal aérien. Certains, y compris le Centre d'analyse des politiques européennes, ou CEPA,
ont souligné l'absence passée de drones de frappe à moyenne portée en Ukraine comme un problème potentiel. Dans un article du 6 janvier, SIPA a expliqué comment les drones FPV de l'Ukraine sont suffisamment impressionnants pour avoir créé une zone de destruction qui s'étend entre 15 et 20 km, soit entre 9 et 12 miles au-delà des lignes de combat. Mais ces zones de destruction existent pour anéantir les blindés et l'infanterie russe, à mesure qu'ils progressent vers le front. C'est une approche efficace, mais comme le souligne SIPA, elle n'est pas décisive dans ce qui pourrait sembler être un cas rare pour la Russie. En tirant des leçons des nombreuses erreurs qu'elle a commises pendant la guerre, la Russie a réussi à s'adapter aux zones de destruction par drone FPV de l'Ukraine. Tout au long de 2025, la Russie s'est adaptée et a tiré des leçons de ses erreurs, réduisant l'avantage initial de l'Ukraine en matière de drones, en acceptant de lourdes pertes d'infanterie et en déplaçant des actifs essentiels plus loin derrière la ligne de front, explique SIPA, avant d'ajouter. L'artillerie, la défense aérienne, ainsi que les centres de commandement et de contrôle ont été déplacés hors de portée de la plupart des systèmes de frappe à courte portée et bénéficient désormais d'une protection dense de guerre électronique. Ce sont tous des cibles de grande valeur qui étaient placées hors de portée des drones FPV ukrainiens. Mais elles n'étaient pas assez précieuses pour que l'Ukraine utilise ces drones longue portée, plus coûteux, alors que ces armes pouvaient infliger des dégâts financiers ou logistiques plus importants à la Russie ailleurs. D'où le besoin de drones de frappe intermédiaire, une catégorie de drones qui se situe entre les drones FPV et les mastodontes de longue portée. Le fait que l'Ukraine ait déjà des opportunités de percer et de déchirer l'arrière russe dans l'Ukraine occupée est devenu possible. La logique est simple. Lorsque l'Ukraine dispose de drones capables de détruire l'artillerie stationnée à l'arrière, elle élimine des armes qui, autrement, bombarderaient les forces ukrainiennes avec des obus. Lorsque les centres de commandement et de contrôle sont détruits, les forces russes en première ligne perdent le peu d'organisation qu'elles avaient, ce qui les rend plus faciles à éliminer pour l'Ukraine. Et plus les systèmes de défense aérienne sont détruits, plus l'Ukraine peut lancer ce type d'attaque en profondeur. Cela affaiblit l'arrière russe et rend peut-être même les contre-attaques contre les forces d'occupation retranchées plus réalisables. En parlant de frappe contre les défenses aériennes, revenons aux 6 systèmes que l'Ukraine a détruits entre le 12 et le 14 janvier. Brovdi fournit une liste complète dans sa publication sur Telegram. En commençant par un système de missiles solaires Tor ou SAM, ce système a été touché dans le district de Mariupol, dans la région de Donetsk. Missile Threat le décrit comme un système SAM, ayant une portée d'engagement comprise entre 12 et 16 km, soit de 74 à 994 miles, ce qui en fait un système à courte portée. Le Tor est basé au sol et mobile, et il est capable de lancer des missiles équipés d'ogives à fragmentation hautement explosive de 15 kg, soit environ 33 livres. Le Tor est un système de l'ère soviétique, introduit en service en 1986, et il est spécialisé dans la détection des avions, des hélicoptères et des munitions guidées de précision qui approchent. Ensuite, l'Ukraine est restée dans le district de Mariupol pour frapper une station radar, Vityaz 50 N6E, utilisée par le système de missiles de défense aérienne mobile, à moyenne portée S-300 VIC, Vityaz 50 RG. Le Vityaz 50 N6E est un radar capable de suivre plusieurs cibles simultanément. Cependant, il peut verrouiller un maximum de 8 cibles par engagement et peut attribuer 2 missiles par cible. C'est le système de détection d'un système de défense aérienne qui, selon Army Recognition, est essentiellement un remplaçant des anciens systèmes S-300 PS russes. Le système utilise des missiles 9 M96 qui ont été conçus pour le S-400, mais sont compatibles avec le S-350E. Ces missiles peuvent atteindre des cibles aériennes et balistiques entre 15 et 120 km, à des altitudes comprises entre 10 et 30 000 mètres, soit entre 328 et environ 98 425 pieds, selon la variante. Nous ne disons pas que la Russie ment ici, mais si les spécifications du missile pour le S-350E sont exactes, et que la station radar Vityaz 50N6E fait bien partie de ce système, et est capable de suivre des cibles dans la même plage d'altitude que celle que le missile est censé atteindre, alors le drone ukrainien entrant n'aurait pas dû avoir la moindre chance. Le radar aurait dû les détecter, et les missiles du S-350E qui peuvent apparemment affronter des menaces balistiques auraient dû être largement assez rapides pour les abattre. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'Ukraine a réussi un tir direct sur la station radar, ce qui signifie que le S-350 auquel elle était connectée est probablement maintenant obligé de tirer à l'aveugle. Et quand on doit faire face à des cibles aussi petites que des drones et des missiles, ne pas pouvoir voir ce qui arrive n'est vraiment pas la meilleure situation dans laquelle se trouver. Le S-350E peut probablement encore tirer,
Il le fera simplement à l'aveugle, et qui sait ce que ces missiles toucheront, s'ils n'ont pas de chance et ne frappent pas un projectile ukrainien. Passons à la suite. Nous avons la troisième cible que l'Ukraine a frappée dans la région de Donetsk, un système SAM Buk M1. Cette fois, les drones ukrainiens se sont rendus dans le district de Volnovakha, à Donetsk, pour neutraliser un système SAM de moyenne portée. C'est remarquable car il faut très peu de temps pour l'installer et le déplacer. Army Recognition indique qu'un Buk M1 peut être prêt à engager une cible en environ 5 minutes, et après l'engagement, il peut être préparé pour le transport en à peu près le même temps. Cela en fait un système difficile à atteindre pour l'Ukraine, en supposant que la Russie l'utilise correctement. Un Buk M1 devrait être capable de tirer sur une cible, de l'atteindre, puis d'être rapidement déplacé à couvert pour éviter une contre-attaque. On ne sait pas si l'Ukraine a mené une contre-attaque ou si elle avait des renseignements sur l'emplacement du Buk M1, basé à Volnovakha, mais cela n'a pas d'importance. Brovdi dit que ce système de défense aérienne est fini grâce aux drones ukrainiens. Et grâce à ces drones, l'Ukraine a éliminé un système de défense aérienne qui a une portée d'engagement de seulement 32 mètres, jusqu'à un maximum de 32 km, soit de 105 pieds, à 20 miles. Encore une fois, les drones ukrainiens n'auraient pas dû être capables de réussir cette frappe, compte tenu de ses spécifications rapportées. Un missile capable de voler aussi bas qu'un drone à une vitesse supérieure à celle du son aurait dû suffire à empêcher la destruction du Buk M1, mais cela n'a pas été le cas. On a presque l'impression que les spécifications rapportées des armes russes et ce qu'elles peuvent réellement faire ne correspondent pas tout à fait. Non, ça ne peut pas être ça, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, cela fait 3 systèmes de défense aérienne et radar abattus à Donetsk. L'Ukraine était encore loin d'avoir terminé sa série de frappes de 2 jours. Plusieurs systèmes de défense aérienne dans la région de Zaporizhia étaient également au programme, les 3 se trouvant tous dans le district de Poloyev de cette région. Parmi eux se trouvait un autre système Buksam, bien que Brovdi ne précise pas le type dans son rapport. Cela signifie qu'il pourrait s'agir d'un Buk M1 M2E ou M3, qui a été détruit à Poloyev. Nous avons déjà parlé du Buk M1. Les autres variantes du système offrent des améliorations, notamment une portée plus longue. Donc, l'Ukraine a remporté une grande victoire avec cette 4e frappe, peu importe la variante touchée. Détruire un Buk M1 est toujours une bonne nouvelle. En éliminer un de ses cousins plus avancés, c'est encore mieux. Brovdi rapporte également que l'Ukraine a détruit un autre système de défense aérienne, Teor, à Poloyev, en précisant cette fois le type. Il s'agissait d'un Teor M2, qui a été détruit par les drones ukrainiens. Army Recognition qualifie ce système d'amélioration par rapport au système Tor de base que l'Ukraine semble avoir touché à Donetsk, et qu'il en existe 4 versions. Le Tor M2, le Tor M2E, le Tor M2K et le Tor M2KM. Le Tor M2E est la version d'exportation du système. Cela rend peu probable qu'il ait été stationné à Zaporizhia. Cependant, il est aussi possible que la Russie ait commencé à utiliser des armes qu'elle avait auparavant construites pour la vente, compte tenu de ses nombreux problèmes de défense aérienne. En supposant que la Russie n'en soit pas encore à ce point de désespoir, l'Ukraine doit avoir détruit l'une des 3 autres variantes. Même le Tor M2 de base est une amélioration par rapport au précédent, grâce à son nouveau radar de surveillance qui lui confère une portée minimale d'1 km, soit environ 0,6 miles. Le Tor M2K ajoute un type différent de châssis à roues et des supports pour une paire de modules de missiles 9M3, 134 chacun pouvant contenir 4 missiles, 9M3 131. Quant au Tor M2KM, il présente une conception modulaire qui permet de réduire le poids de la version tractée du système de défense antimissile à 15 tonnes. Les 3 sont des systèmes impressionnants. L'Ukraine vient d'en détruire un à Zaporizhia. Et cela nous amène au dernier des 6 systèmes de défense aérienne, que l'Ukraine a détruit en l'espace de 48 heures, à partir du 12 janvier. Un système SAM Streladis. Un autre système à courte portée. Le Streladis ressemble presque à un char qui transporte des missiles SAM. Plutôt qu'une tourelle traditionnelle, il est conçu pour abattre des avions volant à basse altitude, des hélicoptères et des munitions guidées de précision. Cependant, Army Recognition souligne dans son rapport sur l'arme qu'il devrait également être capable d'abattre des drones. Nous savons à quel point cela a bien fonctionné pour le Streladis à Zaporizhia, le système ayant une portée d'engagement de seulement 5 km, soit environ 3,1 miles. Il combine également la capacité de tirer jusqu'à 8 missiles avec une mitrailleuse de 7,62 mm. Un opérateur peut tirer sur une menace entrante, comme un drone d'attaque de moyenne portée. Bien qu'il ne s'agisse pas du système SAM le plus puissant que l'Ukraine ait détruit lors de son assaut de 2 jours contre les défenses aériennes russes, le Streladis peut jouer un rôle important en tant que protecteur d'infanterie, en détruisant les projectiles entrants qui, autrement, toucheraient les soldats russes en marche constante. Il peut, mais il ne l'a pas fait.
Comme si la destruction de ces systèmes SAM et radars ne suffisait pas à montrer à la Russie que les armes qu'elle a construites pour abattre les projectiles entrants ne sont pas capables d'abattre les projectiles entrants. Brovdi a ajouté que l'Ukraine avait également réussi un dernier coup bonus. Defense Express affirme que l'Ukraine a détruit un deuxième système de défense aérienne Strela 10 à Zaporizhia, qui, selon eux, a été touché par le 413e régiment du SBS ukrainien. Tout cela représente 48 heures assez dommageables pour la Russie, et il est important de noter ce que signifient ces frappes pour la guerre. Nous avons déjà discuté de l'importance des drones de frappe à moyenne portée en raison de leur capacité à toucher des cibles pour Iliaouz à l'arrière des lignes russes. Cependant, nous n'avons pas beaucoup abordé le fait que ces drones sont peut-être aussi importants pour la défense de l'Ukraine que pour son offensive. Comme l'a écrit David Kirichenko pour The National Interest, le 4 janvier, la Russie s'est révélée plus capable de frapper l'arrière de l'Ukraine que l'Ukraine ne l'a été, de frapper l'arrière de la Russie pendant une grande partie de la guerre. La Russie possède ses propres drones de frappe intermédiaires, dit Kirichenko, et elle les a utilisés en combinaison avec des bombes planantes. Rien qu'en novembre 2025, elle en a largué 3500 sur l'Ukraine, pour affaiblir gravement l'arrière de l'Ukraine. Bien sûr, cela a un effet domino sur la stabilité des combattants ukrainiens en première ligne, pour se défendre contre l'assaut constant de la Russie. Ils mettent à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement, perturbent les rotations et imposent des coûts élevés aux défenseurs, écrit Kirichenko. L'Ukraine dispose de ses propres munitions guidées de précision, ainsi que du système HIMARS, qu'elle peut utiliser pour frapper l'arrière russe, mais la portée reste toujours un problème. Et le fait que la Russie déplace les équipements que nous avons mentionnés plus tôt dans la vidéo, comme l'artillerie et les systèmes de défense aérienne, plus en arrière, les rend plus difficiles à atteindre pour les armes ukrainiennes. Ainsi, les drones de frappe à moyenne portée, comme ceux utilisés entre le 12 et le 14 janvier, sont appelés à jouer un rôle clé pour aider l'Ukraine à rétablir cet équilibre sur le champ de bataille. Désormais, l'Ukraine peut affaiblir les forces d'attaque russes, ce qui soulage la pression sur les défenseurs qui peinent déjà en raison des attaques russes sur l'arrière profond ukrainien. C'est presque une bataille de représailles, et c'est une bataille que l'Ukraine n'a pas remportée pendant une grande partie de la guerre. Quant à la raison pour laquelle il a fallu autant de temps pour que ces drones de frappe intermédiaire apparaissent, Ilya Volinsky de Metsa a donné une explication en octobre 2025. Il a expliqué que créer des drones de frappe intermédiaire n'est pas aussi simple que d'adapter des conceptions de drones longues portées à des armes capables d'opérer sur des distances plus courtes. Les drones de frappe intermédiaire doivent être plus complexes en raison des conditions de la ligne de front qu'ils doivent contourner, ainsi que des défenses érigées à l'arrière russe dans l'Ukraine occupée. Les drones de moyenne portée doivent être équipés de modules de suivi de cibles, de types supplémentaires de systèmes de communication et de navigation, écrit Belinsky. Il note que maintenir la communication avec un drone qui doit parcourir plus de 30 km, tout en restant sous le contrôle total d'un opérateur, a été un défi majeur pour l'Ukraine. Mais en 48 heures, l'Ukraine a prouvé qu'elle avait surmonté ce défi. Cela signifie pour la Russie que son arrière est désormais vulnérable. Les équipements qu'elle avait déplacés suffisamment en arrière pour éviter les drones FPV sont désormais de nouveau à portée de l'Ukraine. Cela laisse donc deux options à la Russie. Elle garde ses équipements là où ils sont, sacrifiant la sécurité pour une utilité potentielle, ou bien elle les recule encore davantage, ce qui les rend pratiquement inutiles. Sur les lignes de front, l'artillerie n'est pas très utile lorsqu'elle est stationnée à 100 km des cibles qu'elle doit atteindre. Les centres de commandement et de contrôle qui sont forcés de reculer aussi loin ne peuvent pas vraiment superviser les assauts. Leur rôle est de coordonner. L'Ukraine dispose désormais d'un type de drone capable de frapper fort et de causer de sérieux dégâts à la Russie. L'avenir verra probablement de nombreuses autres attaques de drones à frappe intermédiaire qui affaibliront la Russie sur l'ensemble des lignes de combat de la guerre. Mais ne pensez pas une seconde que l'arrivée de drones à frappe intermédiaire pour l'Ukraine va empêcher le pays de lancer ses énormes attaques à longue portée contre la Russie. Le 14 janvier, nous avons rapporté une frappe catastrophique qui a brisé l'épine dorsale de l'armée russe. L'Ukraine a frappé une installation de production de drones, ainsi qu'une autre qui fabrique des drones à frappe intermédiaire pour la Russie, lors d'une attaque dévastatrice qui a mis en avant la puissance des missiles fabriqués localement par le pays. Découvrez-en plus sur cette frappe dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières frappes de l'Ukraine contre l'arrière russe. Et merci, comme toujours, de nous regarder.